Bonjour et bienvenue sur une petite vidéo pour vous présenter la cartographie des acteurs locaux qu'on a développée chez Solutraci. L'idée donc de cartographier les acteurs locaux, c'est d'améliorer la résilience de votre écosystème territorial, de fluidifier la communication locale et d'identifier les synergies possibles avec un RSA possible, si possible. Donc, pour commencer, peut-être un petit peu d'explication sur pourquoi c'est important et comment est-ce que ça fonctionne. L'idée, c'est de partir du principe que les gens qui vivent sur votre territoire représentent la vie et qui vont déployer plus ou moins de ressources pour aider à développer ce territoire. Ils vont avoir plus ou moins d'intérêt à aider à développer ce territoire. Donc, on a tout en bas de l'échelle, entre guillemets, les citoyens qui sont en difficulté personnelle, qui ont finalement pas beaucoup de ressources à donner au collectif, à offrir au collectif, et qui vont avoir tendance plutôt à se replier sur eux-mêmes et à essayer de résoudre leurs propres problèmes. Donc, c'est pas les personnes qui vont mettre le plus de temps et d'énergie à essayer de déployer la collectivité et de développer la collectivité. Après, on a les citoyens lambda, qui, eux, vont, alors peut-être qu'ils vont s'investir dans des associations, dans des entreprises, etc. Mais la plupart du temps, ils vont devoir déjà gérer leur vie. Et donc, aller au boulot, élever les enfants, aller les chercher, faire leurs activités de base, partir en vacances, etc. Donc, de base, la raison d'être du citoyen ou de l'habitant sur votre territoire n'est pas forcément de développer ce territoire. Et après, du coup, on se retrouve avec les personnes morales, donc les associations, qui vont contribuer au développement du territoire, parce que elles regroupent différentes personnes, elles vont lancer des activités, elles vont permettre vraiment de commencer à animer un petit peu ce territoire. On a ensuite les entreprises et les commerçants qui, eux, dépendent déjà beaucoup plus de la vitalité du territoire, qui vont devoir vraiment, plus il y a de gens qui viennent, plus il y a de tourisme, plus il y a d'activités économiques, plus c'est un territoire dynamique et plus ces structures vont pouvoir en bénéficier et se développer. Et ensuite, on a les collectivités et institutions dont c'est la raison d'être de développer le territoire, de s'assurer de sa vie, de son évolution, et vraiment quasiment 100% de leur énergie va passer sur cet objectif. Et donc, quand on prend tous ces acteurs, chacun ont leurs propres enjeux, ont leurs propres intérêts, ont leurs propres raisons d'être, ont leurs propres missions, et ils voient pas forcément, c'est pas quelque chose qui est rendu visible, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va être généralement, même si ça a été verbalisé dans pas mal de structures, ça peut rester assez invisible ou même pas connu dans d'autres, et toutes ne vont pas toujours l'afficher. Si on demande aux associations, ça sera beaucoup plus clair parce que dans leur statut, il y a vraiment l'objet et c'est déjà beaucoup plus évident. Par contre, les commerçants, pour eux, soit ils ne se sont pas posé la question, soit ils vont juste rester sur leur mission de base. Pour des restaurateurs, ça va être nourrir les gens. Mais il n'y avait vraiment pas forcément eu cette réflexion au niveau de quels sont leurs enjeux, quels sont leurs intérêts. Donc, c'est des choses qui restent assez cachées. Et donc voilà 2-3 concepts qui vont être utiles. Pour comprendre pourquoi en fait on propose ce système de cartographie d'acteurs. Le premier, c'est le schéma d'analyse fonctionnelle en design permaculturel, où l'intention, c'est par exemple si vous avez un potager et que vous voulez faire du design permaculturel sur votre potager, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai compris. Mettons, vous allez analyser chacune des entités, des unités de ce potager, et vous allez définir de quoi cette unité a besoin pour vivre. Si c'est des carottes, de quoi elles ont besoin pour vivre? Elles ont besoin d'eau, elles ont besoin de... Je suis pas très loin en potager, donc je ne saurais pas non plus trop de quoi elles ont besoin, de soleil. Et elles vont produire quelque chose. Donc, elles vont produire des carottes, mais peut-être qu'elles vont produire de l'ombre, peut-être qu'elles vont produire de l'humidité, des choses comme ça. Et l'intention, ça va être, pour chaque entité, de définir quels sont les besoins, quels sont les intrants et quels sont les extrants, donc qu'est-ce qu'ils produisent. Et de s'assurer en fait que dans le système lui-même, chaque entité ait au moins 3 autres entités, enfin 2 ou 3 autres entités,
qui vont permettre de nourrir chacun de leurs besoins. Et ça permet que ça crée un système résilient. C'est-à-dire que si on a une seule entité, enfin une seule partie du potager dépend complètement d'une autre partie du potager, et ben à ce moment-là, si cette partie s'enlève, tout l'écosystème s'effondre. Et l'idée, c'est que plus il y a de choses qui vont répondre aux besoins des autres entités, et plus l'écosystème sera résilient et pourra résister même s'il y a une source d'approvisionnement qui tombe. Et ça marche pareil pour le territoire, ça marche pareil pour... on parle beaucoup de résilience alimentaire en ce moment, donc c'est un parfait exemple. Ensuite, il y a la notion de carburant et de friction. Donc ça, c'est Loran Nordgren et David Chantal qui ont écrit un bouquin qui s'appelle The Human Element. Et dedans, ils expliquent que généralement, quand on va développer un produit, quand on va développer quelque chose, on va avoir tendance à se baser beaucoup sur le carburant, donc sur l'attrait émotionnel de ce produit et chercher à attirer les gens à travers ça. Et que si on voit que ça ne marche pas, on va tendance à vouloir en rajouter encore plus, le rendre encore plus attrayant, ajouter encore plus de fonctionnalités, etc. Mais ce qu'on oublie, généralement, c'est la friction. C'est-à-dire que quand on va développer un service public, quand on va développer n'importe quel type de service, c'est possible que dans le design de ces services, les gens se retrouvent bloqués à un niveau ou à un autre pour une raison qui dépend d'eux et qui dépend de leur vie, qui dépend de leur... je sais pas, de leur agenda, etc. Et que du coup, ça va les empêcher en fait de s'engager dans ce qu'on avait prévu. Typiquement, si on prend, organiser une réunion publique, peut-être que toute la population veut participer à cette magnifique réunion publique. Et si on l'a fait un dimanche soir de 18 à 20 heures ou mieux un mercredi après-midi de 14 à 16 heures et qu'on n'a pas prévu de garderie pour les enfants, on va se retrouver avec beaucoup moins de monde. Donc ça, c'est de la friction. C'est-à-dire qu'on va pas faire preuve de suffisamment d'empathie envers les usagers et on va se retrouver à créer des barrières où les usagers eux-mêmes ont des barrières qu'on ne va pas penser à enlever. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la cartographie des enjeux tels que décrite dans l'approche du développement du pouvoir d'agir de Yann Le Bossé, où l'idée, c'est pour mieux comprendre un système, de comprendre pour chacune des entités ce qu'ils cherchent à obtenir et ce qu'ils cherchent à éviter. Et ça permet de définir les directions dans lesquelles elles vont. Donc, chacun des acteurs vont. Par exemple, il y a donc chaque acteur va avoir un rôle et ce rôle va nécessiter d'aller chercher certaines choses et d'éviter d'autres choses. Typiquement, dans les rôles, dans les enjeux invariants des rôles d'un élu, il y aura se faire réélire. Donc l'élu va chercher à se faire réélire. Qu'est-ce qu'il cherche à éviter? Potentiellement de perdre sa réputation devant toute la population. Donc il va chercher à garder une bonne réputation. Il va chercher à également rendre service à la population, etc. Et il va chercher à éviter de créer des projets qui sont destructeurs pour la collectivité. Donc ça fait partie des enjeux. Et l'idée, c'est de pouvoir bien comprendre tous ces enjeux, parce que, encore une fois, plus on les rend visibles, et plus ça va être pratique et confortable de naviguer le système pour chacune des entités qui sont dedans. Il y a aussi quelque chose qui est important de comprendre, enfin en tout cas, ça c'est plus de la philosophie et c'est mon point de vue. Il n'y a personne qui cherche à nous faire du mal, il n'y a que des gens qui cherchent à se faire du bien. Donc, généralement, chaque structure, chaque entité va chercher son propre bien-être. Mais sur le chemin de son bien-être, des fois, il va y avoir d'autres personnes, ça peut créer des collisions, ça peut créer des incompréhensions, des malentendus, des conflits, des choses comme ça. Et donc, si on n'est pas conscient du chemin que prennent les autres pour chercher leur bien-être, on a beaucoup plus de chances de créer ces collisions. Et donc, l'idée, c'est de rendre visible un maximum de choses pour que ça soit clair et que ça facilite l'appropriation et la convergence. Plus les enjeux de chaque structure, plus les chemins parcourus pour aller vers le bien-être, plus les carburants, les frictions, etc. sont enlevés, et plus ça va permettre aux gens de se voir entre eux et de voir sur quoi ils peuvent mutualiser, sur quoi ils peuvent s'entraider, et de voir les directions collectives qu'ils peuvent prendre.
Si on est 25 voisins à vouloir aller à Bordeaux, mais qu'on ne se connaît pas et qu'on ne sait même pas qu'on existe et qu'on ne sait pas où on veut aller, on va prendre chacun notre voiture. Si d'un seul coup on est visible les uns pour les autres, on va louer un bus. Ça coûtera beaucoup moins cher. Donc du coup, l'idée, c'est pour bien comprendre l'écosystème territorial, c'est de faire une enquête toute bête qui consiste à faire remonter donc les intérêts. Donc on va aller voir les associations, les institutions, les commerçants et leur demander leur mission. Pour les commerçants, c'est généralement mieux de leur demander qu'est-ce qui vous plaît dans votre travail, pourquoi vous faites ce métier. Ensuite, on va leur demander leurs forces. On va leur demander de citer des talents et compétences qu'ils peuvent mettre au service de l'écosystème. Ensuite, on va leur demander leurs besoins, donc 2 choses qui les aideraient à remplir leur mission. Et on leur demande aussi les ressources qu'ils représentent pour le territoire, donc les services qui mettent, les choses qui mettent au service des habitants. Bon, après, il y a une histoire de contact et vous allez voir pourquoi. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on fait ce genre de choses? Par exemple, sur un quartier qu'on a accompagné, ça a donné le fait que les jardins partagés avaient des fois trop de légumes et qu'ils pouvaient les partager soit pour les événements organisés par les assos ou ils pouvaient les donner pour les restos du cœur. Sur un autre village où il y a beaucoup d'activités saisonnières, il y avait par exemple alors les hôtels, les restaurants qui nous disaient qu'ils avaient du mal à... Il fallait qu'ils aient beaucoup de cartons et il n'y avait rien qui récupérait en fait les déchets carton, plastique, etc. Et qu'ils étaient obligés de faire des allers-retours à la déchetterie en tant que professionnels tous les soirs pour aller les poser. Il y a un restaurateur qui a dit à un moment, moi j'ai un camion, on peut mutualiser sur ces trajets-là parce que voilà, moi je suis de toute façon obligé de faire tout le trajet, donc si on mutualise, ça fera qu'une fois le trajet. Après, il y en a d'autres qui disaient, donc c'était des loueurs de ski, qui disaient, nous on a des problèmes pour loger nos saisonniers, on ne sait pas où les loger, il y a tous les touristes qui prennent les appartements, etc. Donc on est un peu embêté à ce niveau-là. Et derrière, en interviewant les agences immobilières qui nous disaient nous, on peut réserver des appartements pour les saisonniers, on peut leur faire des tarifs, on peut faire des choses comme ça. Et il y avait en fait, en les interviewant, à chaque fois, ça fait remonter tout un tas de possibilités de synergie. Et l'idée, une fois qu'on a toutes ces données, c'est pas de les garder pour nous, c'est de les remettre dans l'écosystème. C'est-à-dire que nous, nous, quelque part, on s'en fiche parce qu'on va repartir, on va pas rester sur le territoire. Par contre, si ces informations sont fournies à tous les acteurs de l'écosystème, ils vont se voir entre eux. Le système va se voir lui-même et ils vont pouvoir, en fait, ajuster leur comportement, commencer à discuter, commencer à comprendre les intérêts des uns et des autres. Et c'est pour ça qu'on propose de mettre en place une liste de distribution email pour ouvrir la communication entre tous les acteurs. Comme ça, s'il y a une asso qui organise un événement, elle peut lancer un appel à tout le monde en disant « Hey, j'organise tel événement, on a besoin de gens pour faire la bouffe. » Ou on aura besoin d'un food truck, ou on aurait besoin de tel équipement, ou de choses comme ça, ou de bénévoles. Et il y a des commerçants, des entreprises qui peuvent également faire appel à différentes choses, ou dire tiens, je cherche à changer mes statuts juridiques, est-ce que quelqu'un l'a déjà fait, est-ce que quelqu'un pourrait m'aider là-dessus? Et ça permet assez rapidement de créer des dynamiques de coopération et des synergies qui sont extrêmement utiles. C'est également possible de soutenir ça avec un atelier d'interconnaissance. Donc, une fois qu'on a fait cette cartographie, on va organiser un atelier, on va les inviter. Et à ce moment-là, ils pourront eux-mêmes avoir la liste de tous les besoins, avoir la liste de toutes les compétences, tous les talents, etc. Et ça va permettre d'aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quand on fait l'enquête, les gens sont toujours un peu surpris. Donc, ils n'arrivent pas forcément à voir qu'est-ce qu'on demande et quel serait l'intérêt à dire ce qu'on demande, à répondre aux questions. Par contre, quand on a les résultats, qu'on les partage, déjà, ils ont une meilleure idée. Et ensuite, si on fait un atelier, et là, ils ont encore une meilleure idée et ils peuvent discuter pour négocier différents partages et différentes possibilités de synergie. On a également Grézy. Alors, je ne vais pas ouvrir l'outil tout de suite parce que le temps que ça charge. Enfin, il y a Grézy que vous pouvez, si vous allez sur solucracy.org, vous pouvez retrouver un lien vers une démo. Mais l'idée, c'est que les gens remplissent le formulaire ou on remplit le formulaire pendant les interviews et ça peuple automatiquement un schéma qui va montrer tous les besoins et toutes les expertises en même temps. Voilà.
Donc l'intérêt ici, c'est vraiment de faire monter en compétence tout le système, de faire monter en intelligence tout le système et de s'assurer que chaque acteur va pouvoir prendre de meilleures décisions grâce à une meilleure connaissance de son environnement. Et avec ça, vous allez avoir d'une part plus de résilience, plus de coopération, plus d'interaction, plus de vie à l'intérieur de l'écosystème local. Et ça va nous permettre ensuite, parce que c'est généralement la couche qui est le plus au contact des citoyens, de pouvoir s'appuyer sur ce réseau solide pour aller au contact des citoyens et pour leur demander leurs besoins, leurs envies, etc. Et de savoir un peu, d'avoir une meilleure vision de tout le territoire. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur le site de Solutracy ou à nous envoyer un petit mail ou à commenter cette vidéo et on pourra vous en dire plus. Merci.